timing parfait. Ouais, la classe. Bonjour à tous. Donc je me présente, Marie-Charlotte Colosio. Je suis microbiologiste à l'Institut français de la vigne et du vin. Alors je suis plutôt habituée à parler microbiologie en œnologie. C'est la première fois que je vais parler microbiologie pour l'hydromel, donc j'espère que je ne vais pas trop dire de bêtises. En tout cas, je vais vous présenter en fait une étude que nous avons fait en collaboration avec la société Fermentis, donc qui est représentée aujourd'hui par Yves Gosselin. Donc si vous avez d'autres questions sur les levures de façon plus générale, Yves sera aussi en soutien pour les réponses. Donc pourquoi j'interviens un petit peu aujourd'hui? Ah voilà, c'est bon. Ah. Donc en fait, c'est que entre toutes les boissons fermentées, on a un grand nombre de points communs. En fait, on s'aperçoit que il y a une grande diversité des matières premières qui sont susceptibles d'être fermentées. Il y a tout ce qui sont les céréales, les racines, les fruits amylacés, les fèves, les graines, et puis aussi tout ce qui est les baies, donc le raisin pour faire le vin. Et puis il y a aussi tout ce qui est le miel ou le lait animal, donc le miel pour faire l'hydromel. Et toute cette diversité de matières premières va permettre la fabrication d'une grande variété de boissons fermentées. Et dans tout ça, en fait, on a un grand point commun, tous ensemble, c'est la transformation de ce produit par les micro-organismes. Donc que ce soit des levures ou des bactéries, en fonction des produits, on va faire intervenir l'un ou l'autre, ou même les deux, en fonction des différentes matrices. Donc en œnologie, et du coup c'est là que vous allez voir qu'il y a des points communs avec vos produits, c'est que une fois qu'on a notre raisin, voilà, qu'on va le presser, enfin c'est très schématisé, hein, il y a beaucoup plus d'étapes que ça, mais en tout cas pour ce qui concerne les fermentations, c'est qu'une fois qu'on va avoir notre mou de raisin, en fait, on va faire intervenir des levures, donc principalement Saccharomyces cerevisiae dans le vin, pour mener la fermentation alcoolique. Alors, qu'est-ce que la fermentation alcoolique? En fait, c'est principalement, et comme un certain nombre de fermentations de boissons, ce sont la transformation, la consommation des sucres en alcool et en gaz carbonique. Donc, c'est la définition première de la fermentation alcoolique. C'est ce à quoi on pense quand on parle de fermentation des boissons. Et donc cette fermentation, elle va se faire jusqu'à l'épuisement des sucres et des nutriments. Ensuite, donc ça c'est la fermentation qui est indispensable à toute boisson fermentée. Ensuite, en fonction des matrices, en fonction du produit que l'on souhaite mener, on peut avoir une seconde fermentation que l'on appelle fermentation malolactique, qui est là réalisée par des bactéries lactiques. Donc en œnologie, c'est surtout Eunococcus honi, où là, on va avoir une transformation de l'acide malique en acide lactique, et cette fermentation se fera jusqu'à l'épuisement de l'acide malique et des nutriments. Et je crois que dans l'hydromel aussi, la fermentation malolactique est parfois recherchée pour désacidifier un petit peu les hydromels. Donc aujourd'hui, je vais surtout parler de l'impact des levures, mais voilà, vous pouvez aussi savoir que des bactéries sont la fermentation malolactique est également possible sur les hydromels. Donc là, c'est vraiment la base de la fermentation, la transformation des sucres en alcool. Mais la levure, elle ne fait pas que ça pendant la fermentation. Et là, ça se complique un petit peu. Donc je vais vraiment vous présenter rapidement, ne vous effrayez pas, ne partez pas. Je vais le faire très simplement. En fait, donc les levures, voilà, vous allez surtout les utiliser pour la transformation des sucres, c'est ce que vous avez en tête. L'objectif en fait de la levure, elle ne va pas seulement transformer le sucre en alcool, elle va aussi énormément influencer le produit fini. Donc là, vous allez avoir la consommation des sucres. En gros, ça c'est ce que vous connaissez, vos sucres et hop, transformation en alcool, en éthanol. Mais vous voyez bien qu'au sein de la levure, il se passe plein d'autres choses que ce phénomène-là. En fait, il va avoir au niveau aromatique plein de choses qui vont se passer. Et c'est là où vous, en tant qu'hydromélier, vous allez avoir la possibilité d'utiliser des levures différentes qui vont avoir des capacités de libération ou de production de différents arômes alors là c'est dans le vin, mais ça peut être aussi dans les hydromels. Donc en fait, on a deux types d'arômes qui peuvent être produits. Donc soit les arômes que l'on dit fermentaires, et on a aussi les arômes variétaux.
Et ces deux types d'arômes, en fait, ils sont liés à la matrice que vous allez utiliser. Donc, chez nous, soit aux différents cépages de raisin qu'on va utiliser, et vous, ça sera les différents miels possibles. Et puis, ils sont liés à la souche de levure que vous allez utiliser, et aussi aux conditions de fermentation. Donc ça, on ne va pas l'aborder aujourd'hui, mais sachez aussi que la température de fermentation et la nutrition azotée que vous allez apporter pendant votre fermentation vont influer sur ces différents paramètres. Donc, au niveau des arômes fermentaires, donc en fait, on les appelle arômes fermentaires parce qu'ils vont être synthétisés par la levure à partir des substrats de fermentation. Et donc, dans ce système fermentaire, donc d'une part, on a la production d'alcool, on va aussi avoir la production de glycérol. Donc ça, c'est aussi un élément important après en dégustation parce que ça va apporter de la rondeur et de la sucrosité à votre hydromel. Donc ça, c'est un paramètre important aussi de la fermentation. Et puis, les arômes fermentaires, ce sont aussi tout ce que l'on appelle donc les alcools supérieurs, les esters, avec un ester qui est assez connu, souvent dans les vins primeurs, on parle souvent, quand on va déguster certains vins, tout ce qui est avec les côtés banane et bonbons anglais, on est voilà, sur l'acétate d'isoamyle. Donc voilà, ce sont des choses qui sont révélées par les levures. Et puis les différents esters qui vont permettre d'avoir une composition aromatique du vin. Et d'un autre côté, nous avons les arômes variétaux. Donc là, pour les arômes variétaux, donc ça ne va pas être lié à la fermentation, ça va être lié aux capacités enzymatiques des levures. En fait, chaque levure, chaque genre espèce de levure et chaque souche en tant que telle va avoir des capacités enzymatiques. C'est-à-dire qu'elle va avoir une richesse en certaines enzymes qui vont être différentes d'une souche à une autre. Et en fonction de ce pool enzymatique, elles vont être capables de libérer des arômes dans les vins ou dans les hydromels. Et donc, dans ces arômes variétaux, on va retrouver la famille des thiols. Alors, par exemple, dans le vin, les thiols, souvent, ils sont associés à tout ce qui est les sauvignons. Voilà, tout ce qui est un petit peu les agrumes ou autres. Et ce sont aussi des arômes que vous pourrez retrouver dans l'hydromel. On en reparlera après, on a fait déguster des hydromels qu'on a fait, dans lesquels on retrouvait des notes comme ça, un peu thiolées, sauvignonnées. Et aussi, on a aussi toute la gamme des terpénols. Là, on est plus proche des arômes qu'on retrouve par exemple dans le muscat. Donc vous voyez que la levure, certes, elle va réaliser la fermentation, mais en plus, elle va vraiment diriger, en tout cas accompagner le bouquet aromatique de votre hydromel. Donc c'est important dans le choix de votre souche, en fonction un petit peu du bouquet aromatique que vous souhaitez, si vous voulez quelque chose de plus floral, de plus fruité, voilà, c'est vraiment important que vous ayez ces connaissances un petit peu de l'impact de la levure sur ce bouquet aromatique. Alors après, là, j'ai parlé que des choses très positives. La levure ne fait pas que des choses positives, malheureusement. Elle est aussi capable... donc, toutes les levures aussi produisent des sulfites. Donc ça, on sait que naturellement, les souches produisent du sulfite, plus ou moins. Et quand il y a une forte production, ça peut être des choses qui sont notées plutôt négativement au niveau aromatique. Et puis, les levures aussi sont capables de produire d'autres composés sulfureux, comme l'H2S ou le mercaptan, qui sont plutôt des odeurs très négatives, qui font penser à l'œuf pourri, des choses comme ça. Donc voilà, les levures ne font pas que des jolies choses, c'est pour ça qu'il faut aussi bien les choisir. Et tous ces métabolismes-là, ce que je disais avant, sont liés aussi aux températures de fermentation, à la nutrition de vos levures. Donc même si sur le papier il y a une souche qui apparaît très bien au niveau fermentaire, si vous ne la faites pas fermenter dans des conditions optimales, vous n'aurez pas l'obtention de tout ce bouquet aromatique. Donc, par rapport à l'hydromel, en fait, c'est la société Fermentis, qui est représentée aujourd'hui par Yves Gosselin, en fait, qui est en fait expert de façon générale en fermentation et qui apporte des outils aux différentes filières des boissons fermentées, qui souhaitait mettre à disposition des solutions de fermentation pour la filière plutôt hydromel.
Et parce que ils ont déjà des gammes de levure pour le vin, pour le cidre, pour la bière. Et la question s'est posée et pour l'hydromel, quelles caractéristiques les levures doivent avoir pour fermenter de façon optimale les hydromels. Donc dès 2018, au sein de Fermentis, ils ont un petit peu regardé dans leur collection de levures, de Saccharomyces, quelles seraient les souches des souches candidates en fait pour la fermentation des hydromels en fonction de leur connaissance des levures de façon générale. Dès 2019-2020, ils ont commencé à tester donc à peu près 14 souches de Saccharomyces cerevisiae, ou peut-être Saccharomyces tout court, je ne sais plus s'il y avait d'autres espèces, avec l'Institut Meurice, pour en laboratoire tester différentes souches de levure sur différents miels, donc sur des volumes vraiment plutôt au stade laboratoire, donc entre 200 ml et 1,5 litre. Voilà, pour vous représenter un petit peu comment ça fonctionne. Et donc sur ces essais-là, donc avec ces 14 souches, ils ont fait le suivi fermentaire, donc étudier la dégradation des sucres, et puis réaliser des dégustations pour voir l'impact aromatique de chacune des souches. De ces premiers tests en laboratoire, en fait, on a l'IFV, donc en collaboration avec Fermentis, on a été à la rencontre, différents hydroméliers, pour vraiment avoir le retour terrain des gens qui travaillent vraiment l'hydromel, parce que nous, alors moi je suis vraiment novice, j'ai commencé à m'intéresser à l'hydromel en 2020-2021, donc vous voyez que je connais très peu, donc on a été vraiment sur le terrain avec Yves pour rencontrer les hydroméliers, savoir comment on fabrique de l'hydromel, qu'est-ce qui est recherché, qu'est-ce que cherchent les consommateurs. Donc on a rencontré l'hydromellerie Médenaris, on a rencontré Fabien. Voilà, l'objectif c'était vraiment de connaître un peu mieux votre filière, qu'on connaissait très peu, et savoir quelles étaient les attentes, en tout cas au niveau du pilotage de la fermentation. Parce que alors au niveau du choix des miels, on ne pourra pas trop vous aider, vous en connaissez bien plus que nous. Donc suite à ces échanges-là, en fait, on a resélectionné 5 souches qui avaient été préalablement testées par l'Institut Meurice, et là on les a retestées au stade pilote. Et donc en fait, Fabien nous a fourni du miel. Donc on a testé 2 miels différents. On lui a demandé, lui, de choisir les miels parce que nous, on n'en avait absolument pas l'expertise. Donc il nous a choisi 2 miels assez caractéristiques de ce que vous devez utiliser. Et on les a testés, du coup, là, sur du 20 litres, donc dans notre cave expérimentale. Et donc voilà, il nous a expliqué comment on faisait, donc on a suivi son protocole. Et donc, comme à l'Institut Meurice, on a fait le suivi fermentaire des différents hydromels, et on a fait une dégustation, donc dégustation des professionnels de l'œnologie. Donc on les a dégustés avec plutôt nos connaissances de l'aromatique au niveau œnologie, mais bon, on s'est surtout appuyé de l'expertise d'hydroméliers qui nous ont fait le plaisir d'accepter de déguster nos hydromels pour pouvoir au mieux définir un petit peu l'impact aromatique des souches sur les différents hydromels. Donc on est parti de 2 miels différents, donc un miel qui était nommé printemps fruité et un autre été forêt. Peut-être que ça vous parle beaucoup, moi ça ne me parle pas beaucoup à l'époque. Et puis voilà, donc on a parlé de ce qu'on voulait faire à Fabien, qui nous a donné un petit peu un protocole de fabrication. Voilà, il nous a apporté son expertise. Donc voilà, on a réalisé donc on a réalisé deux bases de mou d'hydromel, et du coup on a étudié un petit peu la composition, parce que en tant que microbiologiste, en fait, c'est très important de connaître en fait la composition de la matrice, parce que le développement des levures, et des bactéries aussi, dépend beaucoup des conditions de la matrice. Ce qu'on va regarder, c'est la composition en sucre. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'on n'était pas tout à fait dans les mêmes compositions que d'autres produits fermentés qu'on connaissait un peu mieux. Par exemple, dans le vin, on a un rapport 50-50 sur glucose et fructose. Alors que vous, sur vos matrices, sur les 2 miels qu'on a eus, on est plutôt à 60% de fructose et 40% de glucose.
Alors, ça paraît pas beaucoup comme ça, mais on sait par exemple que pour la levure, il va falloir que ce soit des levures qui aient une affinité quand même pour le fructose. Et ça peut être assez différent des autres boissons fermentées. Par exemple, dans la bière, il n'y a pas du tout de fructose. Donc, les souches qui sont utilisées pour la bière n'ont pas été sélectionnées, par exemple, pour leur capacité à consommer le fructose. Donc, il faut, ça c'est un paramètre qui nous a semblé très important parce que on s'est dit, ben voilà, pour fermenter de l'hydromel, il faut que ça soit des souches qui aient quand même une affinité forte à la consommation du fructose. Ensuite, sur le pH, donc après le pH, ça se corrige, c'est pas un souci, mais en tout cas, sur la formule de base, on est quand même sur des pH assez élevés par rapport à nous, ce qu'on a dans le vin. Dans le vin, on est quand même plus bas que ça. Alors surtout, moi je suis à Nantes, donc on est plutôt sur des vins blancs qui sont un peu plus acides que ça. Donc ça, ce sont des pH qui sont très favorables par exemple pour le développement des levures. Par contre, ce sont des niveaux d'acidité qui peuvent être dangereux par rapport au développement des bactéries. En tout cas, si vous voulez limiter le développement des bactéries, il faut faire très attention parce que ce sont des pH qui sont très favorables aussi au développement bactérien. Donc, ce qui pourra être intéressant pour les fins de fermentation. Et puis, vous êtes aussi sur des matrices sur lesquelles il y a très peu, voire pas d'azote. Et ça, pour une gestion, un pilotage des fermentations, c'est un élément très important. C'est-à-dire que sur toutes vos matrices, il va falloir être très attentif à apporter de la nutrition azotée à vos levures, parce que sinon, elles vont avoir vraiment un énorme stress, et c'est ce qui peut provoquer des grands problèmes de fin de fermentation. Donc, voilà, moi, au niveau microbiologique, c'est les 3 points qui m'ont apporté importants et qui pourront être importants aussi pour vous dans le choix des souches que vous allez devoir faire. Donc, ce qu'on a fait, donc là, si je reviens, on a fait ça, donc on avait nos 2 mous, et ensuite, on a voulu tester nos 5 souches. Donc, de là, ça nous a fait 10 fermentations. Donc, ces mous, on les a ensemencés à 1 10 puissance 6. Donc, ça, c'est le niveau de population initial, en fait, qui est nécessaire pour le démarrage d'une fermentation. Et si vous utilisez déjà des souches commerciales, c'est l'équivalent de 20 grammes hecto. Voilà, un petit peu, s'il y en a qui pratiquent déjà, on est sur du 20 grammes hecto de levure commerciale. Et comme je disais bien tout à l'heure, c'est que dans l'hydromel, vous êtes presque obligé en fait d'ensemencer en levure parce que en fait vous allez le miel est pas un milieu propice en fait au développement des levures, et en plus souvent vous traitez le mou en amont. Là par exemple on était à 70, donc vous allez tuer toutes les levures présentes avant de pouvoir l'utiliser. Donc l'apport en levure est quasi systématique. Alors là j'ai découvert, je ne savais pas trop, que des fois aussi vous pouviez ajouter du jus de pomme ou autre pour ensemencer. Mais en tout cas vous êtes obligé de faire un apport de levure. Ensuite, donc, on a suivi les fermentations, donc on s'est mis à 18 degrés, donc dans des dames Jeanne de 20 litres. On a suivi les fermentations par prise de densité. Et puis, en fait, on a décidé en fait, de faire 2 types d'hydromel à la fin. Soit on a mené à bout la fermentation, donc on a été jusqu'à la consommation totale des sucres, donc on a obtenu des hydromels à 14% sans sucre résiduel. Ou alors, on a arrêté les fermentations en cours de fermentation. En fait, on a décidé qu'on leur laissait à peu près 30 grammes de sucre résiduel. Donc, en fait, on a stoppé nos fermentations à peu près 30 grammes de sucre résiduel. Et donc, on était à peu près à 12% d'alcool. Donc, c'est pour ça qu'à la fin, on a eu 20 hydromels différents. Donc, voilà, on a un peu multiplié nos modalités. Donc, là, on est sur le suivi fermentaire, les cinétiques fermentaires. Donc, bon, là, c'est pas très intéressant, c'est les températures. Et là, vous allez avoir donc les chutes de densité qui correspondent à la consommation des sucres. Donc là, chaque couleur représente une levure différente. Et vous voyez que déjà, le choix de la levure, la levure va déjà avoir un énorme impact sur la rapidité de la consommation des sucres. Là, on voit qu'on a par exemple comme la souche verte, sur les 2 souches, la verte, la orange, on va dire la bleue, sont des souches qui vont très rapidement
fermenter. C'est-à-dire que ce sont des souches qui ne vont pas avoir de stress au cours de la fermentation. Et donc, ils vont mener à bien, là, c'est par exemple la verte, en 15 jours, ou là, en 20 jours, elle va avoir terminé ses sucres totalement. Donc ça, c'est des souches qui vont avoir fermenté très bien leur sucre. Et puis, on voit qu'il y a des souches, et ben là, comme la verte, la jaune, qui ont un peu plus de mal, on va dire, à fermenter. Et ça, ce qu'on a vu après, c'est certainement lié à cette présence forte de fructophile par rapport, du fructose par rapport au glucose, parce que en fait, les levures consomment préférentiellement le glucose. Donc elles vont déjà souvent consommer très rapidement le glucose, et souvent ce qui reste en fin de fermentation, c'est du fructose. Et c'est là où votre choix dans la souche va être important, parce que si vous avez pris des souches qui n'aiment pas trop le fructose, qui n'ont pas trop d'affinité avec le fructose, et ben elles vont être un peu comme cette souche-là, où ben, à la fin de fermentation, ça va être un petit peu compliqué. Donc c'est une des choses qui peut expliquer une fin de fermentation difficile. Après, il y a plein de choses qui peuvent expliquer une fin de fermentation difficile. Ça peut être un manque de nutrition azotée, ça peut être en œnologie en tout cas, quand on a ça, je ne sais pas, c'est peut-être aussi ça chez vous, c'est que souvent quand on a des fins de fermentation on commence comme ça à peiner, c'est aussi qu'on peut avoir des développements de bactéries qui arrivent. Alors je ne sais pas si c'est des choses qui arrivent, j'ai entendu dire que vous aviez aussi quelques problèmes des fois avec des développements de bactéries. En tout cas, quand vous avez l'habitude d'avoir des fermentations qui vont très vite, et puis que des fois vous avez des petits problèmes comme ça, pourtant vous avez choisi toujours une bonne souche de levure que vous avez bien nourrie, regardez un petit peu au niveau des bactéries ce qui peut se passer, parce que c'est potentiellement ça. Donc là, on voit déjà que le choix d'une souche de levure peut avoir vraiment déjà un impact sur la vitesse de fermentation. Là, l'information qu'on a là, c'est juste la vitesse de fermentation, c'est pas la qualité. Après, des fois, par exemple en œnologie, on ne veut pas forcément des souches qui aillent non plus trop vite. Hein. C'est pas non plus un gage de qualité, la vitesse d'une fermentation. Donc, il ne faut pas coupler ça forcément on va choisir celle qui va la plus vite. Non.